Je disais tantôt que le thème de cette session est au cœur de l'économie durable. Pourquoi? Parce qu'on parle de économie circulaire et énergie renouvelable. Je sais que pour tout un chacun, en fait, quand on parle d'économie durable, on pense tout de suite à la manière dont on produit l'énergie, aux énergies renouvelables. On pense aussi au carbone. On aura le plaisir d'entendre Karim sur ce sujet. Et puis on pense aussi à l'économie circulaire, parce que quand on parle d'économie durable, c'est tout de suite comment on consomme, qu'est-ce qu'on consomme, comment on recycle. C'était d'ailleurs le sujet de prédilection de notre dîner hier avec d'autres collègues. On a discuté de l'économie durable. Et ces deux thèmes-là, ou ces trois thèmes-là, c'était au cœur des discussions. Donc le thème de la session, c'est Transforming Scarcity into Strategy, Building Resilience through Green Energy and Circular Model. Pour traduire en français, c'est transformer la rareté en stratégie. C'est vraiment ça. On n'a qu'une seule planète, on n'a pas de substitut, on n'a pas de plan B. Il va falloir faire avec. Ce qu'on a, on l'utilise de la manière la plus rationnelle possible. Et puis le sous-titre, c'est construire la résilience à travers les énergies vertes et l'économie circulaire. Moi, j'ai envie de dire que la manière dont on consomme, la manière dont on produit, va définir le type d'avenir qu'on pourrait avoir en tant qu'humanité, en fait. C'est forcément ça qui va définir la durabilité de notre système planétaire. Il nous faut aujourd'hui repenser ces manières-là de produire. On va écouter Holcim sur ce sujet. Donc, Holcim qui est un géant du ciment que vous connaissez tous et dans une industrie assez énergivore. Donc on va voir un peu avec vous comment vous approchez l'économie durable, mais aussi comment utiliser les ressources de la manière la plus optimale. Pour répondre à ces questions ou cette problématique, j'ai le plaisir d'avoir avec moi un panel élogieux, je dirais. Donc, ravi de vous avoir avec moi aujourd'hui. Je vous connais presque un par un, amicalement, et cela me fait d'autant plus plaisir. Je vais commencer à ma gauche directe, professeur et consultant Lamine Kadi, expert. Moi, je me permets de le définir en un mot. C'est l'encyclopédie du développement en général. Donc j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui sur pas mal de sujets. Et je suis toujours aussi impressionné de la qualité et de la profondeur de vos idées. Donc je suis d'autant plus ravi de vous écouter aujourd'hui un peu plus tard. On aura ensuite Mohamed Yazid de Henkel. Mohamed Yazid va nous parler un peu plus de comment les achats pourraient en fait améliorer les industries et qu'est-ce que Henkel fait dans ce domaine. Et puis je disais tantôt Hakim Oumashish de Holcim. Vous êtes au cœur du débat, donc vraiment les gens vont parce qu'il y a beaucoup de critiques pour l'industrie, mais il y a beaucoup d'innovation. On est très curieux d'entendre votre intervention. Et puis enfin, Karim Rahmani, que je définirais en tant que tech innovator, carbon innovator, sur des sujets qui sont assez peu connus, assez peu compris partout ailleurs. Donc, y compris moi-même, quand on parle de carbon crédit et du processus de carbone, donc on se sent tout de suite perdu. Donc il va falloir nous démystifier tout ça. Et je vais commencer par toi, Karim, et te poser la question, en fait, très brièvement d'abord, qu'est-ce que la capture carbone et pourquoi ça fait la différence, la capture carbone, dans une démarche d'économie durable? Donc, bonjour tout le monde, merci beaucoup. Merci aux organisateurs Mohamed Skandar pour l'accueil. Donc, je suis Karim Rahmani, je suis cofondateur de Carbon Impact. On travaille effectivement sur des solutions, des projets, ce qu'on appelle les émissions négatives. Alors, je pourrais vous faire une discussion assez technique, mais en fait, c'est pas le but, je pense, aujourd'hui sur le sujet, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est complexe, mais en fait, il est simple quand on l'exprime avec un certain bon sens.
Parce qu'on est ici sur un panel de circularité, et quelque part, le carbone, ce n'est pas un problème en soi, on est tous constitués de carbone. Je crois que 20% de la masse d'un être humain, c'est du carbone, donc le carbone, c'est la vie. Mais on a un problème de déséquilibre, c'est-à-dire qu'il y a, pendant des millions d'années, on avait un équilibre, un cycle du carbone qui était équilibré entre ce qui est absorbé par les plantes, et puis ensuite le carbone qui va dans le vivant, et ensuite qui est réingéré par la terre, réabsorbé encore par les plantes, par les océans. Donc il y a un processus naturel qui était équilibré et qui a permis d'avoir la vie sur Terre qu'on connaît depuis 1 million d'années. Le CO2 dans l'atmosphère, qui fait partie de ce cycle-là, il était stable. Il était à 300 ppm, ce qu'on appelle les particules par million. Donc si on veut comprendre le sujet du carbone, la capture carbone, l'élimination du carbone, depuis 2 siècles, en gros, on a déréglé ce cycle. Okay, donc le cycle qui fait que le carbone était stable, comme on est allé chercher des hydrocarbures, qui nous ont beaucoup aidés d'ailleurs pour nous développer, eh bien, il y a du carbone qui était dans des dinosaures, des forêts anciennes, qui avaient des centaines de millions d'années, qu'on a ressorti d'un coup en 1 ou 2 siècles. Et du coup, la concentration, et un collègue tout à l'heure de Oxy décrivait la concentration actuelle de CO2 dans l'atmosphère, qui est à 430 particules par million. Donc on est passé de 300 à 430. On a explosé la jauge du CO2. Et donc c'est ça le problème qu'on doit gérer aujourd'hui, avec notamment des solutions qu'on peut appeler carbon management, capture du carbone ou élimination du carbone. Donc il faut qu'on arrête d'émettre, qu'on arrive à décarboner notre économie. Donc parce que les dégâts climatiques ils sont exactement proportionnels à ce chiffre. À 300, on a un climat normal. À 430, ça commence à être problématique. Et au-delà, ça va être la catastrophe. Donc on en a déjà un petit peu trop selon les climatologues. Donc ce qu'on doit faire maintenant, c'est redescendre ce chiffre collectivement de 430 à peut-être revenir à 300 dans quelques dizaines d'années. Mais en tout cas, arrêter de le monter. Donc il faut décarboner, il faut les énergies renouvelables, il faut tous les sujets qu'on a discutés aujourd'hui. Il faut capturer du carbone fossile et en plus, il faut commencer à pomper à l'envers, donc prendre du CO2 dans l'air et le remettre dans des cycles durables du carbone. Donc c'est expliqué comme ça, à mon avis, c'est assez simple. J'en veux plus. Sur la capture carbone, qu'est-ce que vous faites vous-même exactement dans la capture carbone? Je comprends, hein, donc d'une part, le carbone c'est la vie, le carbone aussi c'est un frein de la vie, il va falloir réduire les émissions de carbone qui sont une des principales sources des gaz à effet de serre, une des principales sources de réchauffement climatique. Mais comment on le fait concrètement? Alors justement, comment on fait ça? Eh bien, une des manières, donc le but c'est toujours le même. Il y a du CO2 qui s'accumule dans l'atmosphère, il y en a trop dans l'atmosphère, on veut prendre des molécules de CO2 et on va les remettre dans un cycle, dans un puits de carbone. Okay, donc il y a toute une gamme de méthodes pour faire ça, et c'est décrit d'ailleurs dans les rapports du GIEC, dans la science. La plus simple, c'est de planter des arbres. Donc là, on prend du CO2, la photosynthèse. Donc ça, c'est voilà, on plante un arbre. Et d'ailleurs, les gens le font. Sonatrach a des plans sur le sujet. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas un carbone dans un arbre qui est durable, enfin qui est permanent. D'accord, donc c'est pas un carbone qui va rester dans le sous-sol pendant des milliers d'années, comme celui qu'on est allé chercher. Donc il n'a pas exactement la même nature. Mais on peut booster, voilà, on peut booster les écosystèmes naturels, les protéger pour faire en sorte qu'il y ait moins de carbone dans l'atmosphère et plus dans la biosphère, dans les sols, dans les arbres. Donc ça, c'est une méthode. C'est pas ce qu'on fait nous, mais ça fait partie des choses qui existent dans l'élimination du carbone. Et ensuite, après, il y a des méthodes plus technologiques. Donc nous, ce qu'on fait, typiquement, on va travailler avec ce qu'on appelle des centrales biomasse, qui utilisent la biomasse pour faire de l'énergie, par exemple. Et cette centrale-là émet un CO2 qui est bio, qui vient de l'atmosphère, qui vient du cycle naturel. On va mettre des machines sur ces centrales qui vont capter le CO2, ils vont le séparer. Et ensuite, on va le remettre dans un puits de carbone, donc on va le remettre sous terre à 1000-2000 mètres de profondeur. Et ça va permettre d'avoir éliminé une molécule. Et après, il y a d'autres méthodes que nous, on ne fait pas, mais qui ont du potentiel, on va en parler tout à l'heure en Algérie, c'est aller directement chercher le carbone dans l'atmosphère, avec des usines, ce qu'on appelle le direct air capture. Occidental, on a aussi parlé tout à l'heure. Et donc ça, c'est assez simple, c'est un espèce de ventilateur qui envoie le CO2 sur une sorte de matériau d'éponge qui absorbe le CO2. Et après, on va appuyer sur cette éponge avec de la pression, avec de la température. On va récupérer le CO2 et là, ça va nous permettre de le séquestrer. Rapidement, par oui ou non, ça marche? Ça marche aujourd'hui à petite échelle, ouais. À petite échelle. Ça marche en plusieurs milliers, plusieurs dizaines de millions de tonnes par an. Et l'enjeu, c'est de faire des millions de tonnes dans les années qui viennent. Très bien. En fait, on est dans cette belle ville qui est Alger. Et la question que je me pose, vous avez évoqué la Sonatrach qui fait de la plantation d'arbres, puis peut-être
pas mal d'autres choses. Dans le contexte algérien, comment on peut profiter de la capture carbone? Alors déjà, oui, la première chose, c'est peut-être faire ça, de la capture carbone sur certains cycles de CO2 fossiles, potentiellement. Ça peut être certaines industries comme le ciment, l'acier, etc. Ou sur des turbines à gaz, par exemple, qui sont nécessaires pour alimenter le réseau électrique le temps que les énergies renouvelables arrivent à pleine puissance en Algérie. Et puis après, moi je pense que la méthode, la dernière dont je viens de parler, le DAC, c'est quelque chose qui est la capture atmosphérique directe. Il y a besoin de deux choses. Il y a besoin d'énergie propre, donc il y a besoin d'énergie renouvelable. Il y en a beaucoup en Algérie, avec le solaire notamment. Et il y a besoin d'un stockage géologique. Il y a un énorme potentiel de stockage géologique en aujourd'hui. Donc je pense que demain, l'Algérie pourrait être un leader de cette technologie dans le monde. Prends un mot, hein. Donc, vous allez nous aider pour ça. Avec plaisir, hein. Okay. Au contraire. Ça serait d'ailleurs une source de revenus complémentaires pour le pays, pour des acteurs économiques, au service d'un objectif qui est collectif. Donc ça serait superbe. Merci beaucoup Karim, très intéressant et très instructif. Je souhaite qu'on passe à Mohamed Yazid Henkel, qui va nous parler un peu de ce que c'est l'économie circulaire et ce que cela signifie pour Henkel en Algérie. Alors, tout d'abord, merci pour la question. Alors, je dirais que d'une part, la circularité pour notre entreprise Henkel, qui existe depuis 149 ans en Allemagne et 25 ans en Algérie, c'est d'abord une composante essentielle de la sustainability, qui est, elle, un pilier stratégique de la politique globale de Henkel. D'autre part, on vit aujourd'hui dans un monde qui est marqué par une raréfaction des ressources, les soubresauts du climat, etc. Donc tout cela nous invite, ou nous impose même à tous avoir un rapport différent, si vous voulez, à la matière, au temps et même à la valeur. C'est dans cet esprit qu'en Algérie ici, donc ce qu'on a fait à Henkel, c'est qu'on a adapté les principes de la circularité au contexte spécifique donc national, où nous avons donc 2 business units qui s'emploient donc à conjuguer performance industrielle d'une part, mais aussi donc responsabilité sociétale des entreprises. Donc, pour répondre à la question, c'est d'une part une politique globale, une vision globale, conjuguée à une vision, une volonté locale qui est donc affirmée, concrétisée en continu. Alors, j'aimerais vous poser la question. Yes. Est-ce que c'est un coût, un investissement? Oui. Dites-nous. Alors, dans le contexte algérien. C'est une bonne question, encore une fois, merci, parce qu'on parle souvent du coût de la sustainability. On dit que la sustainabilité a un coût. Si on prend l'exemple de pays qui ont de l'avance sur l'intégration du PCR, donc le PONS, Post-Consumer Recycled Resin, donc la résine recyclée, on peut trouver facilement que la résine recyclée coûte beaucoup plus cher que la résine vierge. En moyenne 30 à 40% plus cher. Donc ça, c'est le contexte global. Après, tenons compte de ça, d'une part, et d'autre part aussi des atouts que nous avons en local, ici en Algérie, c'est-à-dire, entre autres, et notamment un potentiel, un vivier même, je dirais, inexploité pour le plastique. Entre parenthèses, juste un chiffre, uniquement 15% du plastique, du déchet plastique est recyclé en Algérie. Donc ça vous donne une idée un petit peu sur le potentiel énormissime qui existe, mais également avec d'autres actions concrètes, donc des partenariats publics, privés, utilisation d'outils plus sophistiqués comme le digital. On peut avec ça avoir un plastique local, un PCR local, donc du RHDPE, du RPET, etc., qui sera à des coûts qui seront donc beaucoup plus compétitifs versus importés. Vraiment très intéressant et ça me fait rappeler l'initiative qui a été mise en exergue ce matin de la part de la Wilaya, où ils transforment du déchet plastique en sac poubelle. Ça peut être anodin, mais c'est à travers les petits exemples comme ce que vous faites qu'on construit une Algérie un peu plus propre, un peu plus verte et un peu plus durable. Je souhaite enchaîner avec une autre question pour vous qui me tient à cœur. Il y a de grands enjeux mondiaux de la circularité, mais comment tirer les bénéfices concrets pour le marché algérien? Alors, je pense que les 2 mots-clés seraient transformation et proactivité. Transformation en impliquant, si vous voulez, les acteurs industriels qui doivent agir peut-être non pas en tant que simple opérateur, mais qu'en tant qu'acteurs réels
pour co-construire justement cet écosystème durable avec des partenariats privés. Proactivité parce que malheureusement le besoin en termes de plastique recyclé n'est pas quelque chose pour lesquels les consommateurs finaux sont encore très sensibilisés. Donc il y a des actions qui sont faites par les entreprises to raise awareness, mais la proactivité, donc pour s'y prendre dès maintenant, en tant que pionnier, c'est ce que nous avions fait au mois de février de cette année, où nous avions organisé en fait un Supplier Sustainability Day pour justement commencer à construire cette value chain. Donc je pense que la combinaison de deux, donc faire participer l'ensemble des acteurs, pas que les entreprises, parce que l'État a inévitablement un rôle à jouer, notamment pour les incitations fiscales et pour mettre en place aussi un cadre juridique clair et transparent pour le PCR. Et d'autre part, en anticipant dès maintenant en fait, les changements, en commençant à mettre tous les prérequis pour cette industrie, on pourrait effectivement en tirer un très très grand bénéfice pour notre économie. Et c'est une démarche complètement volontaire, vous n'avez pas d'obligation à le faire. Alors, il n'y a pas d'obligation réglementaire, il y a une roadmap interne, 2530, donc 2025-2030, qui est une roadmap donc Henkel globale, bien entendu applicable à l'ensemble des entités Henkel au monde, mais qui, dans cette démarche, on voit il y a quelques targets, comme je viens de le dire, donc l'intégration au minimum de 30% de plastique recyclé dans la conception des emballages, l'élimination d'ici 2030 100% du plastique virgin plastic, donc le plastique fossile, etc. Donc c'est des targets internes. Bien entendu, targets globaux, sans alignement local, ne pourront jamais être atteints. C'est pour ça que j'insiste à chaque fois la conjugaison des deux visions globales, plus spécificité locale, agir avec les atouts que nous avons pour pouvoir justement en tirer grand bénéfice. Mohamed Yazid, on aimerait bien vous avoir plus souvent dans ce genre d'événements et de connaître ce que vous faites. C'est très important de le dire et peut-être même faire des vidéos comme la Wilaya d'Alger, promotionnelles. Pourquoi? Parce que c'est un effet de démonstration, parce que de par le fait que vous êtes en avant-garde de ce qui se fait en circularité, vous aussi, vous allez entraîner une démarche et peut-être susciter de l'intérêt à d'autres industriels de faire la même chose. Donc je vous félicite, mais je vous encourage aussi à nous en dire plus les prochaines fois, en espérant vous voir aussi dans la prochaine édition du Sustainable Economy Forum. Je souhaite passer à une autre forme d'industrie avec Hakim Oumachiche. Je sais que vous avez une présentation, je suis impatient de la voir, la présentation. Je ne sais pas si les organisateurs peuvent d'ores et déjà faciliter la projection sur l'écran, mais je vous pose la question. Pour nous, l'industrie de la construction, c'est une industrie énergivore. Et je dirais que c'est une industrie aussi qui est énergivore sur toute la chaîne de valeur, du clinker à la fabrication du ciment et in fine, le transport du ciment et ensuite l'utilisation du ciment pour la construction, donc l'industrie de construction elle-même qui elle-même devient un enjeu aussi d'efficacité énergétique de la part des matériaux qui sont utilisés. Donc c'est toute une chaîne de valeur qui nous parle de sustainability. Donc la question directe que je te pose, cher Hakim, comment décarboniser la construction? Dites-le nous, s'il vous plaît. Merci pour la question. Déjà, pour planter le décor, la construction, c'est 37% des émissions globales. C'est combien, pardon? 37%. 37%. Tout le bâtiment et la construction. Plus que l'aviation, plus que l'automobile, oui. Plus que oil and gas. Oui, parce qu'il faut construire, il faut exploiter, il faut climatiser, il faut chauffer en hiver. C'est un poste très important. Donc toute action, merci, toute action sur la construction contribuera énormément à la réduction des émissions de CO2 mondiales. Maintenant, dans le ciment, la production de ciment, c'est entre 5 et 7% des émissions globales. Donc encore une fois, toute action dans ce secteur permettrait de vraiment réduire l'impact CO2. Comment on le fait? Alors, je vais rejoindre mes collègues. La capture carbone, c'est possible. La capture carbone, ça marche. La capture carbone, c'est une des solutions clés pour décarboner le ciment. On y reviendra. Et on ne le fait pas tout seul.
On fait ça que ensemble. On le fait avec d'autres opérateurs, on le fait avec les autorités, on le fait avec la société civile. Tout seul, c'est impossible. Chacun dans son coin, on n'y arrivera pas. Je vais prendre même pas 2 minutes pour vous passer un petit peu la présentation. Rapidement. Prenons en compte qu'il y a un autre panel qui arrive. Non, 2 minutes. 2 minutes, c'est sûr. Rapidement, Holcim, c'est le groupe numéro 1 mondial des solutions constructives à valeur ajoutée environnementale. On est présent dans 60 pays, avec plus de 2700 sites et 5 centres de recherche et développement qui nous permettent de trouver des solutions vertes et plus de 500 startups incubées dans le monde. En Algérie, on est présent depuis 2009, 3 sites principaux, mais 9 sites en totalité, une activité de gestion des déchets et un des 5 centres de recherche est présent ici en Algérie à l'OEBA. Voilà les 4 piliers sur lesquels on travaille: le climat, l'économie circulaire, l'eau, la ressource et les communautés. Donc pour le climat, la feuille de route est claire: réduire les émissions carbone de notre production et contribuer à la réduction des émissions carbone de nos clients sur leur chantier. Pour l'économie circulaire, un des grands volets, c'est le traitement et la valorisation des déchets. On va y revenir avec l'activité GeoCycle. Pour l'eau, c'est une ressource clé, on en a parlé dans le panel précédent. Tous nos sites sont installés de solutions pour recycler un maximum l'eau et pour ne rejeter que de l'eau propre. Et pour les communautés, on a un objectif depuis le début, qui est l'amélioration continue des conditions des différentes parties prenantes, à savoir les communautés avoisinantes de nos sites. Voilà les 3 grandes priorités de Holcim en Algérie. Décarboner la construction, décarboner les chantiers de nos clients. Exporter, développer, contribuer à notre échelle à développer les exportations hors hydrocarbures. On a exporté 3,3 millions de tonnes l'année dernière. Et innover avec les startups et les universités. On a 15 conventions signées avec des grandes écoles et universités en Algérie. Ça, c'est l'activité GeoCycle. Très, très bref. GeoCycle, pour faire simple, chaque cimenterie possède un four. Un four en cimenterie, c'est un des fours les plus chauds existants dans l'industrie. Un four en cimenterie, ça monte à 2000 degrés en température et on a une matière à l'intérieur de 1500 degrés. En gros, pour faire un raccourci, un four de cimenterie, c'est le top de l'incinérateur. L'avantage, c'est que si vous incinérez, si vous détruisez des déchets en cimenterie, vous n'aurez pas d'émissions supplémentaires. En gros, les émissions de la cimenterie n'augmenteront pas. Et si vous incinérez dans un incinérateur standard, vous allez avoir des émissions provenant de cet incinérateur. Donc en gros, première option, réduire les émissions dues à la destruction des déchets. Mais certaines fractions de déchets sont valorisables. Il y a des déchets qui peuvent être utilisés comme de la matière première, exemple la vase de barrage, les vases de barrage. Et il y a d'autres déchets qui peuvent être utilisés comme de l'énergie alternative, c'est-à-dire réduire nos consommations d'énergie en traitant à travers GeoCycle des déchets tels que les boues d'hydrocarbures. Maintenant, le modèle RSE. On est en Algérie depuis 2009. On a une démarche RSE, ça ne s'appelait pas encore RSE, mais depuis le début, on a toujours été proche des communautés, pour la simple et unique raison que les communautés, c'est le lieu de résidence de nos employés, généralement. Donc on est très au fait des améliorations possibles. Donc on a toujours répondu présent en qualité d'opérateur socialement impliqué. L'innovation, c'est qu'aujourd'hui, on le fait à travers des TPE, des PME, des startups. On va contribuer à développer des opérateurs, de nouveaux opérateurs économiques au sein des communautés pour plus de durabilité de cette action. Ça, c'est en quelques mots. Peut-être sur ce point-là, parce que ça m'intéresse, c'est un peu l'objet du Sustainable Economy Forum qui se voit être une plateforme d'engagement des entreprises d'abord, puis ensuite aussi de la société civile et d'autres citoyens. Je pose la question aux deux, donc à Henkel et Holcim, comment on peut vous aider à mieux collaborer ensemble? Parce qu'il y avait beaucoup d'intervenants aujourd'hui qui ont dit
qu'une entreprise toute seule, qu'une personne toute seule ne peut pas vraiment faire un succès complet. Le succès complet, c'est quand on a une société fédérée, c'est quand on fédère les ressources, ce qui nous amène enfin à avoir un résultat beaucoup plus important que si chacune des entreprises le faisait d'elle-même. Je vous pose la question à tous les deux. Peut-être que je vais commencer par Mohamed. Est-ce que vous avez un intérêt à avoir ce genre de plateforme qui vous aide à amplifier le message, à amplifier vos actions? Si vous avez des programmes CSR que vous pouvez ensuite vous échanger des notes d'intelligence, vous partagez des programmes, peut-être promouvoir les mêmes startups, les mêmes PME en une minute, hein. Absolument. Alors, je dirais que c'est ce qui peut aider avant la communication vers les plateformes, c'est peut-être les valeurs communes qui sont partagées. Je vais donner un exemple très simple. En Algérie, on appelle gaspillage, à commencer par les déchets ménagers. Donc, c'est très facile de sensibiliser le consommateur final, parce que je pense que ça commence par là, agir à la source, en fait, le consommateur final pour réduire les déchets, pour avoir plus de tri, ou tout du moins avoir un déchet qui est déjà trié, déjà orienté et qui peut aider donc bien entendu à un meilleur tri post-collecte. Donc oui, ce genre de plateforme, on s'appuie sur des outils encore une fois sophistiqués tels que digital, des databases, etc. peuvent aider à accélérer énormément ce genre d'initiative. Et donc voilà, c'est comment la technologie en fait peut aider à ce genre d'évolution. Hakim? Je vais répondre en illustrant. Exemple, il y a des groupes d'intérêt autour de certaines thématiques. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on exporte 3,3 millions de tonnes annuellement. Il y a des problématiques similaires chez tous les gros exportateurs. On travaille avec l'ensemble des gros exportateurs pour trouver des solutions pour décarboner et pour adresser des marchés tels que l'Europe qui va commencer à taxer le carbone aux frontières. Deuxième exemple, on a parlé de start-up, on a parlé d'université. On travaille avec d'autres entreprises, Focus Construction, pour adresser certaines grandes écoles, pour identifier ensemble des porteurs de projets à accompagner ensemble mais pour une démarche commune. Et dernier exemple pour la gestion des déchets, il y a des communautés telles que Clean Algiers, à laquelle on a contribué pour la première édition. Et on est en train de travailler avec les équipes pour la prochaine édition et pour accentuer la circularité de cette démarche, tout ce qui sera collecté comme déchets sur la wilaya d'Alger pourrait être traité directement au niveau d'un de nos sites pour éviter que ça s'accumule dans un CET et que ça donne une sorte de cycle vertueux de cette action. Parfait. Par ailleurs, hein, c'est noté, enregistré, filmé, donc on vous prend au mot. Pour la prochaine édition, peut-être aussi avec le président du Sustainable Economy Forum. On espère vous voir avec les vidéos promotionnelles pour un effet de démonstration. Et puis sur Green, vous dites, c'était l'initiative Green... Clean Algiers. Clean Algiers. Donc des opérations encore plus impactantes que la première édition du Sustainable Economy Forum. Je veux passer à un autre domaine complètement. Énergie renouvelable, oil and gas un peu. On veut aussi profiter de la présence du professeur Lamine Kadi parmi nous. Et je me rappelle très bien, très vividement, hein, pas l'année dernière, celle d'avant, on avait eu la première édition du forum, on avait eu une très bonne discussion sur le financement des énergies renouvelables en Algérie. Et puis nous avons gardé le contact grâce au Sustainable Economy Forum hein, qui fait des liens. Donc je remercie encore une fois Mohamed Skandar pour nous mettre tous en contact et créer cette dynamique. Puis nous avons discuté, collaboré sur une nouvelle initiative sur le financement plutôt des IPPs, hein, des producteurs indépendants d'énergie renouvelable, en Algérie particulièrement. Je sais que vous vous êtes beaucoup impliqués. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette initiative, ce que vous avez fait, et quels sont les outcomes de cette initiative? Merci Malik. Avant de commencer à mon tour, je voudrais aussi féliciter et remercier les organisateurs, hein, Mohamed Skandar,
de son aimable invitation. C'est un événement qui est toujours impactant, je pense. Félicitations pour une telle organisation. Si tu permets, Malik, je voudrais juste apporter un petit complément d'information sur les déchets et le ciment, le secteur du ciment. Ça m'intéresse, je travaille dessus en ce moment. C'est un très bon exemple d'économie circulaire pour la protection du climat. Le secteur du ciment, comme on l'a dit, c'est un super émetteur, on l'appelle comme ça. Il faut savoir que dans le ciment, c'est un tiers des émissions, c'est dû à la consommation d'énergie, et 2 tiers, c'est dû au clinker, à la composition du clinker, etc. Aujourd'hui, il y a une solution qui émerge fortement, c'est la valorisation énergétique des déchets, vous en avez parlé. Cependant, la problématique en Algérie, c'est qu'on utilise du gaz naturel, qui est déjà assez propre, disons, entre guillemets. C'est l'énergie fossile la plus propre aujourd'hui. Et il est très difficile aujourd'hui de valoriser économiquement certaines solutions, comme les combustibles alternatifs, dans le secteur du ciment, à cause justement de cette énergie qui est par ailleurs fortement subventionnée. Right? Très rapidement, hein, c'est juste un complément d'information, mais c'est une solution qui émerge et c'est un secteur très porteur vis-à-vis des déchets. Le secteur des déchets, parce que ça permet une meilleure gestion des déchets, donc on met moins de déchets dans les décharges, on traite moins les déchets, etc. Donc il y a une plus-value là-dessus. Et les déchets, il y a une réglementation. Il y a la nouvelle loi sur les déchets qui est sortie, je crois, au début d'année, février. Donc aujourd'hui, elle impose aux producteurs de déchets de gérer leurs déchets ou de les valoriser. Donc ça crée un marché nouveau sur la filière déchets, notamment sur la valorisation énergétique. Alors ceci dit, je reviens à ta question, Malik. On le laisse répondre. Ok. Mais très rapidement. Il y a une taxe que payent les émetteurs sur les déchets. C'est un coût. Aujourd'hui, économiquement parlant, une grande partie des déchets, c'est juste un coût. D'ailleurs, c'est une prestation qu'on offre et qui est plus avantageuse que la taxation pour l'émetteur. Mais pour certaines fractions, j'ai dit certaines fractions, exemple les bouts de fond de bac, qui ont une capacité calorifique élevée, d'un point de vue économique, c'est très viable. Et on l'a démontré, on a traité quelque chose comme 600 tonnes de la raffinerie d'Arzeux, pour être précis. Et économiquement et industriellement parlant, c'est porteur. Et ça pourrait l'être pour tous les opérateurs du ciment. Voilà. Merci pour l'info. Je lui ai dit avant, hein, donc, quand il s'agit de ciment, c'est toujours un peu sujet à discussion. Donc ravi qu'il y ait cette discussion. C'est un secteur qui devient très porteur. Il y a un nouveau marché qui émerge. Je parle de l'Algérie, hein, notamment, parce que c'est des solutions qui ont été éprouvées ailleurs. Mais en termes économiques, donc, il y a des calculs économiques précis à faire, notamment à cause des subventions de l'énergie en Algérie et de l'utilisation du gaz naturel, on est pionnier quand même dans le gaz naturel depuis de nombreuses années. Voilà, donc en plus des défis dont a parlé Hakim sur le CBAM. Donc le CBAM, c'est la taxe européenne aux frontières qui a été décidée unilatéralement par l'Union européenne et qui entre en vigueur en 2026. Les secteurs les plus émetteurs sont concernés. Pour l'Algérie, c'est des enjeux importants d'exportation, le ciment, la sidérurgie, le verre, etc. Excellent. Donc tout le monde est gagnant finalement. Hein, absolument. Y compris l'État algérien. D'abord, si on valorise sur le marché carbone. Si on valorise sur le marché carbone, mais il y a quand même une petite substitution de l'utilisation du gaz qu'on pourrait utiliser notamment à l'export avec des retombées en devises. Absolument. Et d'utiliser d'autres ressources peut-être qui seront plus abondantes, je dirais pas renouvelables, mais qui sont beaucoup plus récurrentes en termes de déchets qui sont disponibles et valorisés. Donc, in fine, tout le monde y gagne. C'est la problématique dont a parlé judicieusement Monsieur le ministre Attar. C'est la substitution, en fait, parce qu'on a une consommation domestique qui part vraiment d'une façon exponentielle. Et comme l'a dit si bien le ministre, en 2028, on risque de ne rien exporter. C'est quoi? C'est dans 3 ans hein. C'est dans 3 ans, c'est Pas demain. peur, hein, donc, attendez. C'est même pas après-demain, c'est demain. Non. Et donc, c'est toute la problématique. Donc, concernant le pétrole, nos réserves ne sont plus ce qu'elles étaient.
Sur le gaz naturel, on a des compétiteurs qui sont très puissants, hein. Je pense au Qatar, à la Russie. La Russie, conjoncturellement et politiquement, vis-à-vis de notre marché de proximité, notre marché naturel, l'Union européenne, à cause de la crise de l'Ukraine, il se passe ce qui se passe, vous le savez tous. Mais on est en train de perdre des parts de marché sur le GNL notamment. Et donc, l'idée, c'est vraiment de substituer à la consommation interne beaucoup de... comme les énergies renouvelables, comme le waste to energy, etc., pour pouvoir maintenir un certain niveau d'exportation, pour avoir quand même des recettes qui restent assez stables pour le développement du pays. Alors, professeur, donc, sans vouloir être alarmiste, loin de là, peut-être un peu nuancer les propos, il s'agit là de chiffres et de prévisions qui n'incluent pas les nouvelles découvertes, nouvelles réserves qu'a l'Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie a un très grand potentiel, mais le secteur des hydrocarbures reste toujours un moteur de croissance en Algérie et une source importante de revenus pour l'Algérie. Et donc, il va falloir trouver d'autres moyens de substitution. Et la question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous pensez que l'économie circulaire pourrait nous aider à faire une transition d'une économie basée sur l'or noir à une économie basée sur peut-être ce qu'on appellerait l'or vert? Oui, absolument. Donc, sans aucun doute, l'économie circulaire, ça va permettre quand même d'apporter une diversification d'abord de l'économie, sujet dont on parle depuis quand même pas mal d'années. Donc sortir de cette dépendance excessive aux hydrocarbures, même si on doit quand même maintenir notre rang de pays de puissance énergétique au moins régionale au niveau de la Méditerranée. Et aujourd'hui, tous les efforts qui sont faits, c'est justement d'aller vers les énergies renouvelables, vers l'hydrogène vert, vers l'électricité verte, dans un souci d'abord de garantir la sécurité énergétique du pays, et ensuite de garantir la sécurité de nos exportations, donc en exportant des produits entre guillemets verts, parce que le marché mondial en est demandeur, on est fortement demandeur, et parce que aussi on a les possibilités de le faire. Tout le monde en a parlé au cours de ce forum, avec notre potentiel donc d'énergie renouvelable, que ce soit le solaire, mais aussi l'éolien. Et avec tout cela, on peut produire de l'hydrogène vert qui a l'avantage d'être en même temps un vecteur d'énergie et un stockage d'énergie. Donc tout ce qui est intermittence de production d'énergie renouvelable peut être plus ou moins régulé par la production d'hydrogène vert qui peut servir à produire de l'électricité verte sur des marchés vers l'exportation. Et vous le savez tous, il y a aujourd'hui des projets très avancés d'un corridor hydrogène vert et électricité verte vers l'Europe, de l'Algérie vers l'Europe, dont Sonatrach assure aujourd'hui le leadership en termes de montage de projets. Alors maintenant, il reste le problème des financements, comme toujours, hein. Ce sont des projets qui coûtent très très cher. Les technologies en matière d'hydrogène verte évoluent rapidement, mais les coûts sont encore très élevés. Et même dans les énergies renouvelables, où on a constaté ces dernières années au niveau global donc une chute des prix, rendant le photovoltaïque surtout très compétitif, même vis-à-vis des énergies conventionnelles, il reste quand même, en termes de CAPEX, de financement de CAPEX, ce sont des montants très importants pour illustrer. Donc on utilise aujourd'hui un ratio entre 800 millions de dollars, et ça dépend des pays, et 1 milliard de dollars par gigawatt photovoltaïque, capacité installée. Donc si on veut faire 15 gigawatts en Algérie à l'horizon 2035, il faut prévoir entre 8 et 15 milliards de dollars. Donc ce financement, aujourd'hui, on est parti pour les premiers projets, les premiers appels d'offres sur un modèle business EPC, 100% EPC, par Sonelgaz, porté par Sonelgaz. Aujourd'hui, on réfléchit, même les pouvoirs publics, le ministre en personne a annoncé que les prochains appels d'offres seraient plus variés. Donc on introduirait l'IPP, donc tout ce qui est producteur indépendant d'énergie. Et donc ces deux modèles qui ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, hein, on peut tout à fait envisager les deux en même temps, mais en termes de financement et de rentabilité, le modèle le plus utilisé dans le monde aujourd'hui et qui a fait ses preuves, c'est le modèle IPP.
et donc qui permet quand même... Je ne peux qu'être d'accord. Hein, Pardon? Je ne peux qu'être d'accord. Voilà. Et donc, ça permet de mobiliser beaucoup plus de financements, surtout les financements extérieurs, et ça permet l'intervention des banques multilatérales de développement qui partent sur des modèles qui font quand même intervenir le secteur privé. L'autre avantage sur ces modèles, c'est qu'on mobilise aussi notre secteur privé sur des projets qui sont quand même stratégiques et d'importance. Aujourd'hui, le secteur privé en Algérie, dans ce domaine, est impliqué non pas comme investisseur, mais comme, disons, procurement. Donc, il construit prestataire pour Sonaïgaz, hein, pratiquement c'est Sonaïgaz. Sonaïgaz qui est par ailleurs qui est opérateur du réseau. Et donc, voilà. En tout cas, il y a tout plein de retombées. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Tu le sais, hein, pour la mine. On aimerait bien échanger davantage sur ce sujet, peut-être dans une autre occasion. Certainement, on aura l'occasion de se revoir au courant de la journée aujourd'hui ou dans un avenir très proche pour en discuter. Je ne souhaite pas qu'on tarde beaucoup parce qu'il y a une autre session qui arrive juste après. Pour conclure, j'aimerais bien qu'on puisse bénéficier d'un court message de votre part, hein, tous les quatre. On commence par toi, Karim, peut-être en 30 secondes, 45 secondes. S'il y avait un message à communiquer, lequel serait ce message ? Je pense que le message, c'est qu'il y a des choses qui sont innovantes sur la partie capture carbone et élimination carbone, mais qui sont très intéressantes, elles sont risquées, il faut qu'on ose y aller. Il ne faut pas qu'on reste dans l'attentisme, l'aversion au risque, etc., parce que c'est là qu'on aura des retours qui seront très intéressants pour le pays et pour l'environnement. Donc il faut y aller, il faut oser, même si c'est nouveau, même si on est des pionniers au niveau mondial, c'est possible. On l'a déjà fait sur certains secteurs comme le gaz naturel, historiquement d'ailleurs. Karim, on garde le contact aussi avec les organisateurs parce qu'il va falloir aussi qu'on crée des liens entre ce que vous faites en Europe. Je comprends que c'est en France et en Allemagne que vous le faites principalement. Et peut-être qu'on pourrait répliquer avec vous d'autres, avec ceux qui portent aussi l'amour de l'Algérie dans leur cœur. Je sais aussi que vous faites partie de la diaspora. On avait un panel ce matin sur la diaspora et c'est comme ça que ce genre de plateforme se veut être un lien, un bridge, un pont entre les différentes sphères et j'aimerais vraiment te revoir très bientôt, pas à Paris, pas à Vienne, à Alger. D'accord, Karim? On y va, on enchaîne alors. Oui. Alors, je vous rejoins, innover. Il y a une dimension prise de risque dans l'innovation, mais il faut le faire. Mais par contre, il y a quelque chose, je tiens à... Chaque fois qu'on parle de sustainability, de grands projets de décarbo, est-ce que ça a un coût? Qui c'est qui va le payer? Oui, c'est vrai, il y a un coût et il faut le payer. Mais c'est surtout une opportunité. Les opérateurs économiques ne réfléchissent que sur ce mode-là. Si on envisage des projets, même qui ont des coûts faramineux, la capture carbone pour Holcim, c'est un budget de 400 millions de dollars qui est prévu jusqu'à 2030. Bref, c'est qu'économiquement, c'est viable. Ces réglementations, c'est des opportunités pour l'Algérie. Être le premier pays de la région à fournir des produits net carbone, c'est se positionner en premier lieu sur un marché à très forte valeur. Un exemple, une tonne de ciment exportée aujourd'hui, 40-50 $ max. Les projections d'un ciment net zéro, c'est 150 $. C'est-à-dire qu'en exportant la même quantité, on multiplierait par 3 les revenus exportation hors hydrocarbures. C'est pertinent, techniquement et économiquement. Et dernier mot, c'est synergie. Impossible d'aller très loin tout seul. Donc il faut comprendre la logique des différents opérateurs et capter l'intérêt de chacun et créer une chaîne de valeur qui permet de déployer tous ces projets. Merci. Merci Hakim. Je passe à Mohamed Yazid. Merci beaucoup. Alors, très brièvement, effectivement, je vais dire pour le mot de la fin qu'on a tous les atouts pour avoir un modèle qui soit unique à nous et qui peut même
inspirer d'autres pays émergents qui ont pratiquement la même structure macroéconomique que nous. Mais le mot magique reste collectif. C'est-à-dire que si la circularité ou même sustainability doit devenir, et elle deviendra, ce ne peut pas être l'effort d'un seul, parce que, comme on l'avait expliqué, et comme on l'en fait aussi très brillamment, mais tous les autres panélistes, elle requiert cette intelligence partagée, cet effort collectif. Donc le collectif reste pour moi, je pense, le secret pour une réussite et accélérer le changement. C'est un très beau message, merci beaucoup. Professeur ? Oui, merci. Je vous laisse le mot de la fin et je vous laisse conclure, c'est un honneur pour nous. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi. Moi, mon message, c'est, bon, ça a été dit, il y a des enjeux immédiats aujourd'hui pour l'Algérie. On a parlé du CBAM, se positionner sur un marché carbone qui est naissant avec l'article 6 de l'accord de Paris. Mais pour le secteur oil and gas en particulier, qui est donc le pilier de notre économie jusqu'à aujourd'hui, le pilier de notre développement, il y a aussi la directive européenne sur le méthane, donc qui va entrer en vigueur progressivement jusqu'à 2030. Or, le méthane, c'est le principal gaz émis par le secteur oil and gas, qui a un potentiel de réchauffement global qui est beaucoup plus important que le CO2. Donc en comptabilité carbone, c'est 28 fois plus, mais si on considère des durées de vie de 100 ans, c'est au-delà de 80 fois. Donc ça veut dire que aujourd'hui, Sonatrach, qui produit du gaz naturel et qui exporte ce gaz naturel vers le marché européen, sera automatiquement donc concerné par cette réglementation européenne. Ça veut dire qu'il y aura un coût supplémentaire qu'il faut anticiper par une décarbonation de ce secteur. Donc je sais par ailleurs que Sonatrach est en train de prendre les choses très au sérieux. Il y a déjà aussi des actions de détection et de réparation des fuites de méthane sur toutes les installations, sur tous les réseaux de transport, etc. Mais c'est des enjeux immédiats et importants à adresser. Ceci dit, il ne faut jamais opposer, mon message, c'est qu'il ne faut jamais opposer l'oil and gas et le renouvelable. On parle de transition énergétique, on parle de mix énergétique. La proportion du mix varie selon les contextes de chaque pays, de chaque économie, et c'est une transition. Il y a un point de départ et un point d'arrivée. Donc, on le fait à une certaine vitesse, à un certain rythme, en fonction de ses capacités institutionnelles, capacités technologiques et capacités financières. Là, le message aussi, c'est vraiment de développer les solutions financières et d'aller vers des solutions innovantes de financement, notamment sur les marchés carbone, où on peut valoriser beaucoup de choses. On a une sorte d'embryon de taxe carbone avec la taxe sur le torchage des gaz associés dans nos raffineries, dans les installations pétrolières. On l'a fait, si mes souvenirs sont bons, dans la fin des années 2010, 2020, je crois, bien avant la réglementation européenne. Mais on n'a jamais valorisé ça. Ça peut être l'embryon d'un marché carbone national. Voilà, à mon avis, où il faut aller. Et ce sera mon mot de la fin. On vous remercie. Excellent. Merci à tous. C'était un véritable plaisir. Quelques applaudissements. Et puis, en espérant vous revoir très prochainement, certainement peut-être dans une année, hein, pour la prochaine édition. Merci et bonne continuation.